Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de Smart Tech. On était à Vivatech, on va vous faire un grand débrief avec le journaliste Éric Le Bourleau. Alors avec moi pour cette édition spéciale Vivatech, ce grand débrief, j'ai convié le journaliste Éric Le Bourleau. Bonjour Éric. Bonjour Delphine. Bienvenue, j'espère que tu as passé un bon salon, que tu as vu plein de choses intéressantes. Oui, plein de choses, j'irai pas jusque-là, mais il y avait des choses intéressantes, oui. Et effectivement, c'est un salon, donc c'est beaucoup de cohus et beaucoup de gens un peu partout, et parfois une certaine désorganisation, mais ouais, c'était sympa. Et pas mal de people quand même. Oui, alors, pas mal de people. On va commencer par peut-être quelqu'un que tout le monde ne connaît pas, mais qui est vraiment un vieux de la vieille de la tech. 25 ans, plus de 25 ans chez Cisco Systems. John Chambers a été nommé par Emmanuel Macron il y a 6 ans comme ambassadeur de la French Tech dans le monde. Je ne sais pas si tu savais ça, Éric, mais en tout cas, j'ai eu la chance de le croiser sur le salon Vivatech et de l'interviewer. Et il s'est expliqué sur ce qu'il appelle la décennie de l'intelligence artificielle. Hello, John Chambers. Thank you very much to be in the show. It's my honor today. My goal is to make this the best interview you do at Vivatech. Wow. No pressure. So you have been the international ambassador of French Tech for the past 6 years. You are also the founder and CEO of JC2 Ventures. Mm-hmm. Previously, you served for over 25 years at the head of Cisco Systems. Mm-hmm. Such a track record, you know. Yes. So, of course, you have developed an acute vision of technological and market transitions. And today, according to you, we are currently in the decade of AI. That's right? That is correct. If you watch what I've been able to do over the last 3 decades, it's called most market transitions, from the importance of the internet to the importance of digitization to countries' future being tied. AI will be the equivalent of all the technology changes combined and occur at 3 to 5 times the speed. Bigger than internet, bigger than the cloud, you said? Yes, 3 to 5 times bigger, but even faster change. So that's going to be true economically, its potential payback, its challenges, etc. on it. Every country, every company must become an AI organization. And how can you describe this shift? For the CEOs, for example, yes, that are listening or watching us, what can you say to them? What they should be aware of? Well, what AI is able to do is for you to transform your business at a pace you've never been able to do before. You're going to have areas that come very quickly, such as call centers, or the coding, or the marketing, or the summarization of text and information. It will result in your company probably growing productivity conservatively at 5% a year, aggressively at 10% a year. For those companies who do not have an AI strategy and well into the implementation, the market will punish you. And today, the companies who are progressing the most rapidly in the U.S., as an example, have a crisp vision of where the AI strategy is going to take them, what projects they have going, how they're going to differentiate versus their peers, and how they will lead in this as opposed to perhaps be the victim of it. And also, this acceleration will need new rules, new norms and standards and, technological compliance. Are you really expecting that there will be a new global regulation by the end of this year? I think AI is so important to the world that it will be ongoing regulation. It moves with such speed and people don't grasp it, what it really means. My AI companies, it used to be if a CEO was changing direction every year, she or he was not doing their job right. It takes you 3 to 5 years to do things. Today, if you're not evolving your strategy every year, you've got a problem on AI. Same thing's true with regulation. So it has to be ongoing. I think the high-tech companies perhaps did not earn the trust of the public in the social media area. I think you're going to see regulation be a little bit more involved from the beginning here. But you also see the AI companies reaching out to governments and say, how do we do this together? Right. I think it's that important. I actually like the way it's headed, and I do believe in regulation and predictability. But you do believe that it can happen, like a global regulation at the end of this year? No. It's a bit short, no? No, it will be ongoing. Will some progress be made by the end of the year? Absolutely. And to your indirect part of your question, you'll probably see a AI regulation and strategy for the democracies around the world, and perhaps a different strategy and implementation out of China and Russia. Because this is the wish of the French president, to have a global regulation this year. Well, I'm a huge fan of the French president, Really? so if I can be very direct, France is the #1 startup nation in Europe. It's the #1 country
industry in terms of attracting venture capital investment actually went up over last year. Only 2 countries in all of Europe had increases here, and it was France and Italy. And the unicorns, which I'll be presenting some of the awards and have done for the last 8 years, we're seeing a disproportionate growth as a percentage of unicorns in Europe and around the world out of France. Still a long way to go, but it's hard to argue with their results. They're up to 27 unicorns, and the stretch goal was 25 by 2027. So they were overachieved in most categories. Okay, so I wanted to talk also about cybersecurity. This Yes. is the other big deal, isn't it? Yes. Yes. Well, if I can, just to tie into the AI example, the AI companies last year, the large AI companies used in the U.S. as an example, grew 3 times the speed of the market, created $4.7 trillion U.S. in incremental capability. Most people are overlooking how important cybersecurity is. It's a slow growth market, or at least so they think, and budgets haven't increased in a while. But if you watch ransomware going on, you watch what's occurring with deepfakes where they can emulate your voice and my voice, people can't hear the difference. You're going to see much more investment in cybersecurity, and so you'll be able to see a deepfake capability with a company like Pindrop be able to say what you just heard that sounded identical to your voice was actually a machine-driven approach, and none of it was done by a human, much less by you. In terms of the big attacks on United Healthcare as an example, way over $600 million in expenses. If you'd had the capability from a company like Rubrik to be able to summarize it and to recover from it, you wouldn't have had the challenge that they did. So I think you're seeing cybersecurity hit the same type of regulations you referred to earlier on AI, where the Security and Exchange Commission in the U.S. said, here are the rules the board of directors must follow, as well as the CEOs. So if I were a CEO today in France or listening to your comments, I would say have a great AI strategy that's well in its implementation, understand cybersecurity, perhaps dream a little bit bigger. Yes, but I noticed that you are talking about a downturn in cybersecurity market over the past months. How can you explain that? Well, the cybersecurity market's been kind of flat. Yeah. Somewhere between 1% to 3% growth. You've had companies like a Rubrik that are growing very well, or a CrowdStrike that are growing very well. I think the issue is very simple. There's only a certain amount of budget that the CIOs have that they're going to spend. Most of that budget is now being put into AI that's discretionary, and I think we've overcorrected away from cybersecurity. I think that's a big mistake. And AI can be both your solution of cybersecurity to allow you to say in a single second your voice has 8,000 samples in it. So AI can determine was that you or somebody else. Also, AI can be used very negatively in cybersecurity to create huge issues on your electrical grid, huge issues on a political year where elections are occurring, that it sounds like the person running for this office, but it really was not, etc. Okay, so the market will grow, yes? I'm betting Very 2 areas. quickly, I've got yeah. 8 startups in cybersecurity. Average growth is 50%. So I've been fortunate in what I picked. I think the market's going to accelerate off of it. I think it has to. It will also consolidate. And do you think if that... I were betting one area, I'd bet AI. Sorry, John, because the time, is running. Yes. Do you think that French tech and European startups are well positioned, I think in this market? I think we're AI and cybersecurity? I think we're making progress, but no, not as far along as we need to be. Out of the VC investments in AI this last quarter, only 12% of the investments in Europe went into AI. The U.S. that was 38% going to 50%. So I think we need to invest in both areas. In terms of France specifically, France has been very good in cybersecurity. I think they need to move even faster. Thank you, John Chambers. Thank you. My pleasure. Alors, cette décennie de l'IA, est-ce que vous êtes d'accord, Eric? Est-ce que tu es d'accord, d'ailleurs, Eric, avec cette idée que 2024, en plus, c'est vraiment une année charnière et que ceux qui ne prendront pas le virage de l'IA, vont le payer cher? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça s'est accéléré là depuis 2 ans. Après, c'est vrai que l'IA, on en parle beaucoup depuis l'émergence de ChatGPT, mais en vrai, ça fait la décennie précédente était déjà sous le signe de l'IA, même si on en parlait beaucoup moins, et surtout parce qu'on parlait pas d'IA générative. Là, on parle beaucoup maintenant d'IA générative. Parce qu'on a changé d'échelle aussi, hein. On a oui, et puis, des IA qui sont entraînées avec des volumes de données c'est ça. En fait, il y a maintenant le matériel est mature. Il y a des
des énormes data centers capables d'entraîner des modèles gigantesques. Et puis voilà, maintenant, on est prêt en fait pour cette révolution-là, même s'il va falloir toujours continuer à investir sur des puces qui évoluent très très vite en plus. Puisque... Alors on a eu des annonces à Vivatech justement en matière d'investissement dans les puces du côté de Scaleway, entreprise française. Ouais, en fait ça de toute façon pour tous les acteurs du cloud, ça va être indispensable d'investir massivement dans ces nouvelles puces qui coûtent très cher, qui sont même parfois difficiles à obtenir puisque en fait Nvidia, ils ont une quantité limite de puces qu'ils peuvent produire. Et en fait, les gens se battent pour les avoir. Donc effectivement, c'est une bonne annonce de la part de Scaleway qui veut se positionner en leader en matière d'IA, et c'est plutôt bien, puisque effectivement, on est encore quand même par rapport aux géants américains à la traîne ici, quoi. C'est ça. Et la question, c'est est-ce que ça va suffire ? Est-ce que ça va suffire ? Vu les besoins qu'on va avoir si on continue sur la même lancée dans les années qui viennent, non, ça suffira pas. Et est-ce qu'il faut entrer dans cette course à l'armement aussi ? On peut se poser cette question. C'est en tout cas ce que visiblement veut le gouvernement. Après, c'est vrai que c'est surtout, je pense qu'on ne peut pas passer à côté de toute façon, mais est-ce qu'on va pouvoir suivre des gens comme, des pays comme les États-Unis ? Ça me paraît quand même compliqué puisque les investissements sont bien plus massifs, il y a beaucoup plus de data centers, beaucoup plus d'acteurs. Ça va être très compliqué d'avoir une puissance de calcul, une puissance pour la conception des modèles et une puissance ensuite pour les exploiter qui soit aussi importante qu'aux États-Unis par exemple. Et une des clés, c'est l'investissement du capital risque, et c'est de ça aussi dont est venu parler John Chambers. Alors on va enchaîner avec ce qu'on a vu dans les allées de Vivatech, beaucoup d'innovations justement dopées à l'IA. Alors est-ce que toutes les innovations l'étaient véritablement ? En tout cas moi, à chaque fois que je me suis arrêtée, j'ai entendu ce mot-clé. Je pense que c'est également le cas pour toi. Oui, exactement. Et tu as eu l'impression qu'on était encore dans le gadget, la poudre aux yeux, ou que véritablement il y avait déjà des applications intéressantes ? En fait, il y a des applications intéressantes, il y en a plein. Mais c'est vrai que là c'était limite l'overdose. C'est un peu, je sais pas si tu te souviens, comme il y a 2-3 ans avec la blockchain en fait. Ça, on est un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que parfois on colle ou le big data encore avant. Et puis avant il y a eu le web 2.0. Enfin bon, on peut remonter très loin. Parmi toutes ces innovations, en fait, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont finalement des innovations assez mineures, qui sont en fait facilement copiables notamment, et qui vont être pas forcément révolutionner notre quotidien demain. En revanche, tout l'intérêt, c'est de trouver les pépites, ce qui va vraiment réussir à terme. Et c'est pas facile en fait à Vivatech, puisque en fait, effectivement, quasiment toutes les startups qui étaient là parlaient d'IA. Alors on a bien vu. Et même ceux qui ne le font pas disent mais on y réfléchit là, on est en train de travailler dessus. Oui, c'est ça. C'est soit on y est, soit on y va, quoi. Ouais, c'est ça. Alors on est allé voir par exemple un cabinet de conseil, Axis, parce qu'ils annonçaient une technologie, on s'est dit tiens c'est étonnant, qui utilise l'intelligence artificielle, bien évidemment, pour détecter les émotions dans les centres d'appel. Je me suis dit, là on a une application très concrète, on l'écoute. Merci beaucoup de nous accueillir Jean-Marc Guicelli sur votre stand. Ici c'est un stand d'un cabinet de conseil, mais pourtant vous êtes venu sur Vivatech présenter une techno. Comment ça se fait ça ? Bonjour Delphine, oui tout à fait, on a développé 3 technologies au cours de l'année dernière. Une sur le SER, c'est le Speech Emotion Recognition, c'est-à-dire la détection des émotions. C'est une technologie de reconnaissance émotionnelle qui a été réalisée à partir de conversations récupérées dans des centres d'appel. Alors expliquez-moi déjà cette démarche. Pourquoi ? Quel est l'usage auquel vous avez pensé au départ ? Alors l'usage premier, c'est d'améliorer la satisfaction client dans les centres d'appel. Et pour améliorer cette satisfaction, il faut connaître l'émotion. Et donc on a voulu développer ce système qui transcrit déjà la conversation, qui fait une synthèse de la conversation et qui va au-delà pour analyser justement cette satisfaction au travers de l'émotion. Parce qu'il y a des questionnaires de satisfaction qui permettent d'obtenir ça. Et puis en général, quand on se retrouve dans un centre d'appel, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, les gens sont assez énervés. Qu'est-ce que ça va vous permettre d'avoir comme traitement différent grâce à cette détection d'émotions peut-être plus fine avec l'intelligence artificielle ? En quoi ça va permettre d'améliorer le service ? Ça va permettre de travailler sur le discours des téléopérateurs. Voilà, sur leur script. Donc on va pouvoir identifier comme ça des moments dans les conversations
où la personne va passer d'une humeur un peu colérique à une humeur plutôt satisfaite. Et on va se dire, que s'est-il passé à ce moment-là dans la conversation? Et donc on va aller rechercher dans la conversation, ça va être le travail d'un humain, d'aller rechercher dans la conversation quels ont été les mots qui ont été utilisés, quelle a été la réponse qui a été utilisée. Et après, derrière, donc on va travailler comme ça les scripts plus facilement. Alors, c'est ça qui est intéressant, hein. C'est cette utilisation a posteriori en fait, de l'intelligence artificielle pour voir à quel moment le client de l'autre côté de la ligne bascule. Qu'est-ce qu'a dit le téléopérateur pour le calmer ou au contraire qui a énervé davantage le client? On voit là, c'est intéressant parce que ça nous remet sur le sujet de l'impact de l'IA sur l'emploi, sur les métiers. Ouais. Tout à fait, oui. Bah, ça va être un des choses clés en fait, hein, parce que ça peut paraître être une innovation, on va dire, qui ne concerne que les centres d'appel, mais en vrai, tout ça, ça peut concerner beaucoup plus de gens. Et ça, c'est une innovation parmi plein qui vont dans le même sens. En fait. Ouais, du management par l'algorithme. Exactement, ce qui peut être un peu flippant. Hein. Carrément. Je voulais aussi partager avec vous une autre innovation qu'on a découverte dans les salons, qui utilise l'intelligence artificielle, mais alors là pour quelque chose de vraiment hyper pratique pour nous tous au quotidien. C'est un masque de chuchotement. Je suis en compagnie de Stéphane Hersen, qui est le fondateur CEO de SkyTid. SkyTid, start-up de Toulouse, venu sur Vivatech présenter un deuxième produit, une deuxième innovation. C'est un masque de chuchotement. Expliquez-nous, Stéphane. Le produit que je porte, c'est ce qu'on appelle un casque de chuchotement. Donc ce qu'on voit, simplement le petit micro ici. Voilà. Hein. Qui va me permettre de récupérer en fait le son de ma voix, mais vraiment parler d'une façon très très basse, voire le murmure, et qui va me permettre de faire des appels silencieux dans n'importe quelle circonstance. Donc c'est pensé pour une utilisation, vous dites dans l'avion, dans un TGV. Voilà, imaginons que vous êtes dans un avion, dans un TGV, vous souhaitez faire un appel silencieux. À tout moment, vous allez pouvoir parler et faire une bulle de son de quelques dizaines de centimètres, puisque seul le micro va prendre les quelques centimètres cubes qui vont être devant ma bouche, le restaurer par intelligence artificielle et renvoyer à l'interlocuteur qui va être bien sûr au sol l'intégralité de nos discussions sans le déranger. Alors, ils appellent ça un masque, mais en vrai, ce qui est super, c'est que c'est juste un micro. Hein, oui, c'est pas un masque. J'ai eu peur au début. Madonna, qui permet de chuchoter comme ça. Quand on est dans l'avion, par exemple, ça va supprimer les bruits ambiants. Ça va uniquement traiter le bruit de notre voix. On va pouvoir chuchoter sans être entendu par le voisin. Et de l'autre côté, pour l'écoute, on utilise n'importe quel cas. Ça marche avec tout, c'est compatible avec tout. Bon, application intéressante. Ouais. On va pas s'étendre davantage, on va partir du côté de chez Microsoft, parce que là, il y avait une annonce importante avec l'arrivée de nouveaux PC, des copilotes plus. Alors, on a récupéré quelques images et on a eu des démonstrations. De quoi il s'agit précisément? Allez, Eric. Alors, en fait, c'est un nouveau type de PC pour Microsoft. Alors, Microsoft, on se connaît très bien Microsoft par le biais de Windows. Eh bien, grâce à ces nouveaux PC, Microsoft veut les faire entrer, les PC et Windows, dans l'ère de l'IA. Et donc, ces PC, donc là, on en voit un, mais effectivement, il y en a plein, il y en a plusieurs, et notamment les premiers qui vont sortir, ce seront des PC Microsoft Surface, mais il y a aussi beaucoup d'acteurs du monde PC, en fait, qui s'y mettent, hein, tous les gros noms, Asus, Dell, Acer, enfin tous ces gens-là vont créer des PC de ce genre. C'est différent d'utiliser un service comme ChatGPT à distance. En fait, là, tout va se passer en local. C'est pour ça qu'il faut des machines qui soient préparées pour ça. En fait, tout repose sur une puce qui a été conçue par Qualcomm pour l'instant, même si Intel va arriver dessus aussi dans pas si longtemps. C'est une puce en fait qui dispose d'un bout de puce qui s'appelle un NPU, qui est suffisamment performant pour pouvoir utiliser des modèles de langage comme ceux qu'on connaît, effectivement, ChatGPT, etc., en local sur la machine. Donc ça permet d'activer des fonctions qu'on n'avait pas précédemment sur les ordinateurs en local, sans connexion Internet, donc sans interrogation du cloud. Vous pouvez faire... Alors, bon, on ne va pas se mentir, pour l'instant, ce qu'on peut faire avec ces nouveaux ordinateurs, ça reste encore assez limité. Il y a plusieurs démos que Microsoft montre et qui seront disponibles donc, avec tous ces PC. Il y a notamment
Paint, hein. Je ne sais pas si tu connais Paint. Ah Tout le monde bien connaît sûr. Paint. Ce bon vieux logiciel qu'on n'aime pas trop utiliser en général d'ailleurs. Paint, ils l'ont un peu amélioré, c'est-à-dire que vous dessinez une petite maison ou un petit animal dans Paint, grossièrement on va dire, et puis à côté il y a un modèle qui va créer une image bien plus belle que celle que vous avez Grâce à l'IA. grâce à l'IA. Une fonction local. plus intéressante, c'est Recall. Oui. Alors Recall, c'est une fonction d'ailleurs qui existait avant. On nous demande s'ils n'ont pas piqué l'idée à un truc qui s'appelle Rewind, qui existait sur macOS. Bref, parenthèse fermée. Oui, c'est en gros une fonction qui va prendre des captures d'écran toutes les 5 secondes à peu près. Enfin, vous pouvez configurer, mais de ce que vous faites sur votre PC. Et du coup, ça va vous permettre, donc ça va créer une base de données qui va être interrogeable, on va dire, de manière naturelle par IA, toujours en local. C'est-à-dire, par exemple, il y a 3 jours, vous avez vu la photo d'un chien qui vous a bien plu, vous tapez chien dans l'interface de Recall, et là, Recall va vous ramener à ce moment. Sans qu'on ait eu besoin d'indexer, enfin d'écrire ceci est une photo de chien. C'est indexé automatiquement. Ça prend des screenshots de tout ce qu'on fait sur son ordi. Et ce que me disait le démonstrateur, je trouve qu'il a trouvé la bonne formule. Il dit en fait, le PC va chercher dans vos archives comme s'il cherchait dans votre tête, quoi. C'est comme un peu s'il ça, dans votre cerveau. C'est un peu ça. Alors, ça peut paraître un peu flippant. Hein. Certains, d'ailleurs, ont crié à Black Mirror quand ils ont vu cette fonction. Ouais. C'est pas Elon Musk qui dit ça, non Je sais peut-être, ouais. Peut-être. En fait, mais il y a eu beaucoup de commentaires assez négatifs sur cette fonction quand elle a été dévoilée. En vrai, effectivement, ça se passe qu'en local. Et évidemment, c'est désactivable. Vous n'êtes pas obligé du tout d'utiliser cette fonction si vous ne voulez pas le faire. Et on peut aussi éviter d'utiliser... On peut, par exemple, extraire certaines applications qu'on ne veut pas mettre dans le système, etc. Mais c'est intéressant. Alors, ça reste des fonctions qui sont un petit peu limitées. Le vrai avantage de ces nouvelles puces, c'est que ce sont des puces donc, qui ont un NPU, mais ce sont des puces ARM, qui ne sont plus des puces x86, donc qui sont beaucoup plus économes aussi. Et tous ces ordinateurs qui vont sortir là, bientôt, au mois de juin, vont être beaucoup plus économes en énergie. Et tout ça, c'est aussi fait pour rattraper Apple, qui a pris beaucoup d'avance sur ce... Mais ça veut dire que quand on va acheter son ordinateur, il faudra regarder le CPU, le GPU pour la partie graphique, et maintenant le NPU. Voilà, ouais. En fait, là, maintenant, il va surtout falloir que les gens comprennent qu'au-delà de Intel et AMD, maintenant, il y a un nouvel acteur qui s'appelle Qualcomm, et qui va arriver avec des PC qui sont bien pour l'IA, moins bien pour le jeu pour l'instant, et qui sont surtout super autonomes. Donc voilà, des nouveaux genres de PC qui débarquent bientôt. Allez, on passe au monde des smartphones, parce que dans le monde des smartphones, il y a Android évidemment, il y a iOS d'Apple évidemment, mais pas que. Il y a aussi iOS, ça s'écrit EOS, et là c'est un système mobile open source, donc qui repose sur du logiciel libre et qui est très soucieux de protéger notre vie privée. On est allé à la rencontre de Gaël Duval qui nous a expliqué en quoi consistait ce système et surtout sa V2 qui était présentée à Vivatech. Je suis en compagnie de Gaël Duval, le fondateur de Murena, qui propose un smartphone différent des smartphones Android ou iOS d'Apple, qui est respectueux de la vie privée. On va voir comment et pourquoi c'est important, et qui est basé sur un système open source, logiciel libre. Il s'appelle iOS, mais ça s'écrit EOS. Et là, aujourd'hui, sur Vivatech, Gaël, vous présentez la V2. Eh ben c'est ça, c'est la V2 qu'on vient de lancer la semaine dernière et qui en fait cristallise toutes les nouveautés qu'on y a ajoutées depuis plusieurs mois, aussi bien en termes d'expérience utilisateur avec une nouvelle interface, mais aussi au niveau fonctionnel puisqu'on a un nouveau module qui permet de protéger la vie privée. On le rend très concret parce que dans notre interface utilisateur, on a ajouté un petit module qui permet de visualiser très facilement le nombre des traceurs applicatifs qui sont coupés par notre système. Et en fait, c'est assez colossal. Mais alors, donc ce système, il est sur une base Android pour ceux qui seraient un petit peu perdus ou effrayés de tester un nouveau système d'exploitation. On n'est pas complètement perdu dans l'interface. Non, c'était vraiment pour nous un truc hyper important, c'est d'offrir une interface utilisateur qui soit vraiment très facile à appréhender, que n'importe qui puisse appréhender. On n'ajoute pas de nouveautés dans la manière d'utiliser le smartphone et en plus on reste compatible avec toutes les applications mobiles déjà existantes. On les rend juste plus sûrs par rapport à la protection des données personnelles et c'est aussi pour nous une manière de se réapproprier cette souveraineté numérique, cette autonomie stratégique qu'on a un peu perdue en Europe et qui est hyper importante si on veut conserver une industrie du logiciel en Europe, si on veut aller sauvegarder nos emplois aussi dans ces secteurs-là. Mais ce qu'on entend beaucoup, c'est que finalement, c'est par l'open source peut-être que l'Europe pourrait trouver sa place. Bien sûr. Dans l'univers du numérique face aux géants. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, si on voulait recréer tous les systèmes, aussi bien dans les smartphones que dans l'intelligence artificielle, depuis une page blanche, ça demanderait des investissements qui sont absolument colossaux et probablement hors de la portée
même de l'Europe en termes d'investissement. Aujourd'hui, l'open source, c'est 99% de ce qui existe déjà dans le monde du logiciel en fait. Donc il suffit de prendre les bonnes briques, les sélectionner, les mettre ensemble pour qu'elles fonctionnent bien, mettre un peu d'huile dans les rouages quelque part, et on peut reconstituer tout ce qui aujourd'hui fait la richesse des GAFAM. Et c'est exactement ce qu'on fait avec les smartphones Murena aujourd'hui. Alors ça, c'était sur le stand We Are Normandie, puisque c'est une entreprise qui est installée en Normandie. Sur cet espace, il y avait aussi l'entreprise Clearop, qu'on reçoit régulièrement dans Smarttech, qui sont dans ce secteur du cloud souverain pour le stockage et la gestion des données de manière hyper sécurisée sur le sol national avec nos règles et tout ça. Bon, donc on a envie d'y croire quand même à cette capacité de gagner en indépendance technologique, Eric. On a envie d'y croire. Bon, en tout cas, moi, iOS, c'est un projet que j'aime bien suivre. C'est vachement bien. Ouais. Bon, alors, c'est pas ni Android ni iOS, c'est une base Android, parce qu'Android à la base est open source. Mais dégoogelisé, effectivement. Et puis surtout, c'est pour plein de raisons, c'est un très beau projet. Donc, franchement, c'est en plus quelque chose qu'on peut parfois installer sur un téléphone, qui est dépassé technologiquement, qui n'est plus mis à jour, etc. Ouais. Donc, c'est plutôt une excellente initiative. Bon, et sur ce stand, dans cet espace, on a aussi croisé la sénatrice Catherine Morin-Desailly, qui est très impliquée sur ces sujets et qui avait beaucoup de choses à dire là-dessus. Nous sommes sous la coupe de loi extraterritoriale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord de transfert de données des Européens vers les États-Unis. Or, on sait que la majeure partie de nos données sont traitées par des acteurs, dites les GAFAM, extra-européens. Et donc, cette loi qui avait été votée il y a plusieurs années pour lutter contre l'espionnage, elles se sont transformées potentiellement en loi permettant finalement la surveillance généralisée de la donnée de tous les Européens. Et donc, il faut absolument retrouver cette autonomie stratégique. Donc, l'importance d'offrir des offres alternatives, françaises et européennes, et de les privilégier dans le cadre de la politique de la commande publique. Voilà, c'est très important, très important. Et les élections européennes sont le moment où il faut s'interroger sur comment on atteint cette autonomie stratégique. Et bien, elle est là, la solution. Elle est là, alors elle est à Vivatech, elle est aussi, je sais pas, on a aussi vu beaucoup d'Américains, Elon Musk, voilà, se bousculer pour paraître sur ce salon. Bon. Oui, ça fait la deuxième année qu'il est sur Vivatech, cette fois dans un mode un peu différent, puisque c'est plutôt à distance. À distance et une session de questions-réponses. Mais effectivement, il a l'air de beaucoup aimer le salon. Ouais, et Tesla, très présent. Oui, un immense stand avec le Cybertruck et même son petit robot, son grand robot Optimus, qui était une maquette, c'était pas un vrai robot, mais qui a fait le déplacement aussi. Merci beaucoup, Eric Lebourlou, de m'avoir accompagné pour ce grand débrief spécial Vivatech. Merci à vous de nous suivre sur Bismart avec une grande fidélité. À très vite.